ce topos, excusez-moi, irrigue l'ensemble de la production policière néo-hellénique au point de constituer un leitmotiv constitutif d'un genre né dans la presse et faisant partie intégrante de ce qu'il est convenu d'appeler, après Alain Vaillant, la littérature médiatique. Nous procéderons en deux temps. Après un bref rappel sur la naissance de la civilisation du journal dans la Grèce du tournant du XXe siècle et l'émergence concomitante d'une culture médiatique du crime, nous nous pencherons sur trois romans policiers néo-helléniques brossant une satire des médias grecs, Le crime de Psychico, donc de Pavlos Nirvanas, Le quatrième suspect de Yanis Maris, vous voyez ici Yanis Maris à l'écran, qui est le véritable père fondateur de la littérature policière en Grèce, et enfin, donc, Journal de la nuit de Petros Markalis. Ces trois études de cas nous permettront de montrer que la dénonciation des excès des médias helléniques a nourri une grande partie de la fiction policière grecque d'hier et d'aujourd'hui. Commençons donc par un bref rappel sur la civilisation du journal en Grèce. Par contre, la diapositive suivante ne passe... Ah voilà, très bien. Donc, naissance de la civilisation du journal en Grèce. Contrairement à ce qui se produit en France, l'an 1 de l'ère médiatique débute en Grèce non pas en 1836, mais en 1873. Le siècle de la presse commence en effet dans ce pays le 1er octobre 1873, très précisément avec la fondation du journal athénien Ephéméris, le tout premier quotidien grec édité par le dramaturge et homme de presse Démétrios Koromilas. Il se poursuit avec la naissance, le 30 octobre 1883, du quotidien athénien Acropolis de Vlasis Gavrilidis. Souvent considéré comme le père fondateur du journalisme grec, Gavrilidis importe en Grèce de nouveaux procédés techniques comme la presse rotative. C'est aussi lui qui introduit ou généralise de nouvelles rubriques nées dans la penny press américaine, comme l'interview. C'est lui qui, de surcroît, publie dans son quotidien des romans feuilletons étrangers en traduction grecque et ou des récits issus de la production littéraire locale, ainsi que des reportages, d'abord sociaux puis criminels. Notons enfin que l'expression « opinion publique » apparaît pour la première fois en grec, précédée d'une double majuscule dans le quotidien de Gavrilidis à la fin octobre 1883. Je vous invite d'ailleurs à vous reporter à la diapositive à l'écran. C'est cette opinion publique grecque naissante qu'il s'agit d'informer et de divertir sur le modèle de la penny press américaine, on l'a dit, et dans une moindre mesure de la petite presse française. Quoi de mieux pour l'informer que de lui donner à lire des faits divers présentant des crimes réels, ainsi que vous pouvez le voir à gauche ici à l'écran. Phoni en grec donc veut dire meurtre. Vous voyez donc ici sur la diapositive au centre donc un fait divers en 4 lignes et demie présentant un meurtre, un fait divers donc réel, donc un crime réel. Et pour divertir cette opinion publique, déguiser son imagination en renvoyant dans des encarts publicitaires à des romans criminels parus en feuilleton dans la presse, puis en fascicule bon marché. Sur la diapositive à droite, Mikra Mifstori Mata, petit roman, publicité en faveur, donc vantant les mérites d'un roman criminel. Et vous voyez sur la diapositive présente à l'écran, vous aurez reconnu bien évidemment le rocambole de Ponson du Terrail, qui est vanté dans cet encart publicitaire. Après la naissance des premiers quotidiens grecs dans les années 1870-1880, on assiste à une explosion quantitative de la presse quotidienne grecque, c'est-à-dire athénienne, au tournant du XXe siècle. Avec leurs titres chocs à la une, inspirés de ceux de la presse américaine, et leurs photographies suggestives accompagnant désormais leurs articles, les quotidiens grecs suspendus aux façades des périptères, les kiosques grecs apparus dès 1911 à Athènes, attirent désormais un public de plus en plus large, même si le taux d'alphabétisation des hommes et surtout celui des femmes reste sans commune mesure avec ceux des pays d'Europe occidentale. Le taux d'alphabétisation est en effet en Grèce en 1928 de moins de 50% de la population totale. Quelles rubriques attirent les lecteurs des quotidiens grecs? Outre les rubriques informatives, le roman feuilleton, notamment le roman feuilleton étranger, notamment en français, sous ses multiples avatars. Je renvoie bien évidemment aux travaux de Philippos Katsanos sur la vogue mystériographique qui s'empare de la Grèce au XIXe siècle, à la suite de la double traduction des Mystères de Paris en 1845. Dans cette masse de romans populaires, le roman d'aventure criminelle, le roman judiciaire puis le roman policier connaissent un franc succès. Ainsi, des auteurs comme Émile Gaboriau, Fortuné Dubois-Gobet, dont vous voyez ici un roman traduit en grec à l'écran, Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Léon Sazy et bien sûr Pierre Souvestre et Marcel Alain sont traduits très tôt en grec.
leurs récits paraissant en feuilleton dans la presse, puis en fascicules et parfois en volume. Cette production étrangère, française mais aussi anglo-saxonne, donne ensuite naissance à une première moisson locale qui émerge dans la presse. C'est ainsi qu'en 1913-1914, un récit policier grec publié sous le couvert de l'anonymat dans une revue, la revue Hellas, que vous voyez ici à gauche, Sherlock Holmes à la rescousse de M. Venizelos, paraît en feuilleton. Dans ce roman, oscillant entre pastiche et parodie, le célèbre détective consultant britannique, assorti de son non moins célèbre faire-valoir, déjoue une tentative d'assassinat ourdie par une mystérieuse organisation bulgare contre le Premier ministre grec à la conférence de Londres qui met un terme à la fin de la Première Guerre balkanique en mai 1913. Donc, on voit là aussi ce croisement entre le factuel et le fictionnel. Plus de 2 décennies plus tard, en 1938, un deuxième roman policier grec paraît en feuilleton dans les colonnes d'un quotidien. Il s'agit du mystère de la vie de Petros Verinis, to Mystikos της ζωής του Πέτρου Βερίνη, en grec, de la journaliste Eleni Vlachou, qui est elle-même la fille du fondateur du quotidien Katrimélini. Vous savez sans doute que le quotidien Katrimélini est aujourd'hui le quotidien de référence en Grèce, l'équivalent en quelque sorte du Monde. Là encore, force est de constater qu'à l'imitation des modèles étrangers, les premiers récits policiers néo-helléniques voient d'abord le jour dans la presse. Cela tient au fait que les premiers auteurs grecs de romans policiers sont, comme leurs homologues français, des écrivains journalistes. Aussi est-il intéressant de souligner d'emblée la porosité des discours en régime médiatique entre crimes factuels et fictionnels dans la presse grecque. Pour donner un exemple significatif de ces interférences, notons d'emblée que le roman policier publié en feuilleton par la journaliste Eleni Vlachou, donc en 1938 dans le quotidien Katrimélini, est une version romanesque d'un reportage qu'elle a consacré la même année à la Chine, une partie de l'intrigue du mystère de la vie de Petros Verini se situant dans ce pays. Et d'ailleurs, à la une du quotidien Katrimélini que vous voyez ici à l'écran, vous trouvez à la fois un reportage qui nous fait découvrir les mystères de la Chine, pays qui était très peu connu en Grèce à l'époque, et un roman policier dont la structure narrative est fondée sur la résolution d'une énigme. Donc, de nouveau, on voit là les interférences entre le factuel et le fictionnel. Pour mieux comprendre ces interférences à l'œuvre dans la presse hellénique, il faut, me semble-t-il, se pencher sur une affaire qui fait les riches heures du reportage criminel en Grèce, l'affaire dite du crime du Céphise. Je la résume très rapidement. Le 5 janvier 1931, un entrepreneur grec du nom de Démétrios Athanassopoulos est assassiné par sa belle-mère, le neveu de celle-ci, sa femme, et la bonne de famille à Calysea en périphérie d'Athènes. Pour faire disparaître toute trace de leur forfait, la belle-mère, assistée de ses complices, fait démembrer le corps de son gendre, enfouit les restes mortuaires dans 2 sacs et fait jeter le tout dans le fleuve Céphise, aujourd'hui recouvert. Le lendemain, un enfant aperçoit 2 ballots flotter dans l'eau, appelle un passant qui les ouvre et découvre le corps démembré de la victime. C'est le début d'une affaire qui met la Grèce en émoi en raison du caractère particulièrement odieux de ce crime. Pour mesurer l'ampleur du battage médiatique, inédit dans les annales grecques, il suffit de se reporter à la couverture de l'affaire par la presse hellénique. Durant près d'une semaine, du 7 au 13 janvier 1931, l'affaire criminelle s'affiche à la une du quotidien Acropolis, annoncée en titre racoleur, que vous pourrez voir un petit peu plus loin, et accompagnée de photos, voire de schémas de la scène de crime, que vous pouvez voir ici, les tout premiers dans l'histoire de la presse quotidienne en Grèce. Du 14 à la fin janvier 1931, cette affaire figure toujours dans les colonnes de ce quotidien, mais elle est reléguée aux pages centrales. De manière générale, le crime du Céphise passionne la presse hellénique qui lui consacre d'innombrables articles, chroniques, reportages, enquêtes sociologiques, durant plus d'1 an jusqu'à la tenue du procès qui a lieu à Athènes en février-mars 1932. L'affaire du crime du Céphise est emblématique car elle met en évidence l'existence d'une culture médiatique du crime en Grèce. Elle montre d'abord la tendance au sensationnalisme de la presse grecque. Vous voyez ici que le crime figure à la une, qu'il est annoncé par de gros titres racoleurs, fondés sur le principe de l'hyperbole. To frikaleoteron englima που διπράχθη ποτέ στην Ελλάδα, ce qui veut dire en français le crime le plus horrible qui ait jamais été perpétré en Grèce. Elle montre également la propension de la presse néo-hellénique à fictionnaliser un crime réel. Les nombreuses zones d'ombre du meurtre alimentent en effet toutes les spéculations, de sorte que les reporters grecs s'échinent à trouver les coupables de concert avec la police, et je dirais même avant elle, en échafaudant des hypothèses parfois plus que contestables.
Ainsi, dans l'un de ses premiers reportages, le quotidien Acropolis n'hésite pas à incriminer un médecin ami de la victime en raison de sa dextérité supposée d'anatomiste, alors que ce dernier serait en réalité vite mis hors de cause. Cette affaire montre en outre que le crime grec en régime médiatique fait l'objet d'une sérialisation, car les articles écrits par les petits reporters s'enchaînent à un rythme quotidien. Vous voyez d'ailleurs ici les unes du quotidien Acropolis du 11 au 13 janvier 1931 qui portent toujours sur cette affaire. Or, ces articles écrits par les petits reporters grecs adoptent bien souvent les codes rhétoriques du roman policier. Quand on lit la presse grecque du temps, on constate en effet que l'investigateur journalistique supplante en quelque sorte l'enquêteur policier et écrit ses reportages à la manière d'un roman de police publié en feuilleton, l'article du jour apportant en général un rebondissement à l'affaire, de même que dans un roman policier, une nouvelle péripétie fait rebondir l'enquête. Ici, à l'écran, la titrologie en fait, d'un article du quotidien Cassemelini en date du 10 janvier 1931 portant sur l'affaire du crime du Céphise. Enfin, cette affaire constitue un changement de paradigme car elle marque la naissance d'un imaginaire médiatique du crime en Grèce. Le crime du Céphise ne donne pas seulement lieu en effet à une débauche d'articles, il suscite une avalanche de productions de toute nature, feuilletons, chroniques, numéros de revue, encarts publicitaires, caricatures de presse, poèmes satiriques, scènes du théâtre d'ombre, karangiosis, fascicules à un sou comportant des éléments biographiques, falsifiés, de la victime et des suspects, et surtout, chansons demeurées célèbres, encore aujourd'hui, dépeignant sous les traits les plus noirs la malfaisante belle-mère et sa non moins malfaisante fille. Vous voyez ici à droite un encart publicitaire annonçant donc cette chanson, Ika Kurga Pethera en grec, c'est-à-dire la malfaisante belle-mère, d'un chansonnier grec intitulé Iliakovos Montanas. Preuve que l'affaire passionne l'opinion publique grecque. À la mi-janvier 1931, l'archevêque d'Athènes, rien que lui, fait un prêche dans lequel il attribue le crime du Céphise au nouveau mot de la société hellénique, relâchement des liens familiaux, affaiblissement du sentiment religieux, etc. Quant à un procureur, il souligne que, j'ouvre les guillemets, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la délinquance grecque a pris la forme d'une criminalité de grande ville. Ces crimes sont les conséquences des conditions de vie en vigueur dans la Grèce d'après-guerre. Ils s'expliquent par la propagation des maladies vénériennes, la consommation généralisée de produits stupéfiants et de boissons alcoolisées. Fin de citation. Autant d'explications totalement inopérantes pour l'affaire en question, le crime du Céphise se résumant à une histoire de vengeance. Une femme, secondée par sa mère, a éliminé un mari volage et maltraitant, comme on dirait aujourd'hui, qui lui a fait subir des sévices, en particulier sexuels, en faisant appel à un tiers. Comme on voit, le crime du Céphise donne donc naissance à une culture médiatique du crime en Grèce et à des discours sociaux, souvent teintés d'idéologies conservatrices sur l'évolution de la criminalité. Parmi les discours sociaux qu'il suscite, ce crime pose notamment la question délicate de la place de la femme dans la société grecque moderne. Qu'advient-il d'une société dans laquelle une nouvelle Clytemnestre tue son mari? C'est cette criminalité largement fictionnalisée par la presse, car empruntée entre autres au code du roman policier, que Pavlos Nirvanas épingle quand il évoque la littérature policière qui se répand dans les journaux grecs de son temps, dans son article, dont je vous ai cité un extrait en introduction. Notons que cette culture, bien évidemment, préexiste à l'affaire du crime du Céphise, puisque le quotidien Ethnos, par exemple, en 1924, avait fait paraître une série intitulée « Dans le monde du crime ». À la une, ici, on vous présente un nouvel Oedipe. Il tue sa mère après avoir fait d'elle sa Jocaste. Voilà. Passons donc maintenant à notre deuxième partie, la critique des médias helléniques au prisme du roman policier grec. Ces études de cas nous permettront de montrer que le roman policier grec est un pur produit de la littérature médiatique. Pour reprendre un concept cher à Alain Vaillant, ce livre a une critique acerbe des médias helléniques. Première étude de cas, donc, voici les trois livres que nous allons étudier. Première étude de cas, donc, le crime de Psychico, ou en français, tout simplement Psychico. 3 ans avant l'apparition de son article publié dans la revue Nea Estia, Pavlos Nirvanas avait fait paraître en feuilleton un court roman, Le crime de Psychico, donc, dans lequel il dénonçait les mauvaises pratiques journalistiques grecques. Notons que ce roman avait paru initialement donc, dans une revue, Othéatis, que vous voyez ici, puis en volume, sous le titre donc, Le crime de Psychico, roman satirique. Or, le sous-titre est effectivement très intéressant.
À droite, vous voyez la traduction en langue française de Psychico aux éditions Mirobol, et la une est, me semble-t-il, particulièrement, enfin, le frontispice, pardon, est particulièrement évocateur, me semble-t-il. Rappelons que Psychico, dont le titre renvoie autant à un faubourg bourgeois d'Athènes qu'à l'équilibre psychique particulièrement fragile du protagoniste, met en scène un jeune homme, donc nommé, on l'a vu, Nikos Molochanthis. Molochanthis en grec, c'est la mauve, voire la guimauve, qui est animé par un désir pathologique de reconnaissance. Or, la stratégie élaborée par le protagoniste, endosser un crime qu'il n'a pas commis pour faire les gros titres de la presse, fonctionne, on l'a vu, au-delà de ses espérances. Une fois que Nikos Molochanthis est passé aux aveux, entre guillemets, après avoir trouvé des pièces à conviction suffisamment crédibles, un vieux couteau acheté chez un brocanteur, à bas prix donc, un morceau de poumon de bœuf pour moucheter de sang l'arme du crime, eh bien, la machine médiatique se met en branle et les journalistes inventent de toutes pièces les raisons ayant poussé le pseudo-criminel à agir. Le protagoniste se retrouve ainsi au cœur d'une affaire dont il croit maîtriser les tenants et les aboutissants, jusqu'au jour où, après avoir vu en lui un héros ténébreux adepte de l'aphorisme wildien « chacun tue ce qu'il aime », ou bien encore un esthète considérant avec Thomas de Quincey l'assassinat comme un des beaux-arts, la presse se désintéresse de lui quand elle comprend que le Gandin ne dispose d'aucun mobile valide. Il faudra à Nikos un improbable concours de circonstances pour échapper in extremis à la guillotine. Au-delà du désir maladif de reconnaissance du protagoniste, ce que dénonce surtout le crime de Psychico, c'est la propension des journaux grecs à monter en épingle une affaire criminelle. Dans son roman, Nirvanas ne se contente pas de railler la quête de célébrité délirante de son personnage prêt à tout pour devenir une icône des médias. Il éreinte surtout un système médiatique où l'information est transformée en spectacle, où les journaux ne reculent devant aucun moyen pour vendre du sang d'encre. De nouveau, là, une belle formule de Dominique Khalifa. D'une étonnante modernité pour un texte publié en 1928, le roman de Nirvana semble donc annoncer le règne des fausses informations si répandues dans les médias modernes, à ceci près qu'un récent ouvrage a bien montré que ces phénomènes de mystification, de fictionnalisation, voire de falsification pure et simple, étaient déjà le propre de la culture médiatique française de la seconde moitié du XIXe siècle. Cet ouvrage est bien évidemment fake news et viralité avant Internet, les lapins du Père-Lachaise et autres légendes médiatiques du collectif Roy Pinker, dont, me semble-t-il, certains membres se trouvent dans la salle. Parmi les phénomènes propres à la culture médiatique française du XIXe siècle, on trouve la reprise dans la presse de rumeurs, or c'est le cas dans le crime de Psychico, une tendance avérée à l'exagération et au sensationnalisme, c'est aussi le cas, une intense circulation des textes sans grand respect ni de la véracité de l'information ni de la propriété intellectuelle, la capacité des faits à être repris sur un registre fictionnel et la difficulté à démêler l'information de la fiction. Un goût, enfin, pour les anecdotes et les icônes. Or, c'est bien évidemment le cas dans Psychico, puisque la presse grecque d'après Nirvanas a cette capacité à transformer un être phallo, une guimauve, donc, molocha, en icône médiatique. On peut donc dire que la culture médiatique grecque naissante reprend les mêmes travers que son homologue française, ce qui tente à montrer qu'il existe à l'évidence, à l'œuvre, une circulation de modèles médiatiques du centre vers la périphérie et l'existence d'une culture médiatique transnationale du crime. Pour vous donner un exemple de l'opération de mystification, de fictionnalisation, voire de falsification pure et simple opérée par la presse grecque d'après Nirvanas, je vous propose donc de lire rapidement un extrait qui se trouve ici à l'écran, mais peut-être pour gagner un tout petit peu de temps, je passerai au deuxième extrait qui nous montre également donc, que la presse grecque eh bien, a cette capacité à créer une affaire de toutes pièces. Nikos Molochanthis met en œuvre son stratagème grâce en effet à la presse. Si la presse n'existait pas, Nikos Molochanthis ne pourrait pas mettre en place son imposture. Je cite donc l'extrait qui est ici à l'écran. L'article avait beau être édifiant, il comportait à l'évidence plusieurs zones d'ombre. Les auteurs du crime étaient-ils vraiment plusieurs, puisqu'il était question d'un couple d'amoureux ayant effectué une promenade romantique? La victime était-elle réellement très belle? Le narrateur omniscient commente en fait un article qui a été publié auparavant dans la presse qui affirme, je coupe ici l'extrait, en intervenant, donc, qui nous montre donc que eh bien, c'est une jeune aristocrate qui a été assassinée. Or, le narrateur omniscient dégonfle d'emblée cette baudruche médiatique
en nous disant, en posant un certain nombre de questions qui mettent l'accent sur les failles de ce beau récit médiatique. La victime était-elle réellement très belle, puisque son visage était grêlé par la petite vérole? Appartenait-elle assurément à une famille fortunée et aristocratique, puisqu'elle portait de vieilles chaussures aux talons usés et autres questions du même acabit? Malgré tout, les lecteurs du journal avaient réussi à se faire une idée très claire des moindres détails du crime, comme s'ils étaient eux-mêmes sur les lieux au moment du meurtre. Comme on voit, le propos de Nirvana, c'est clair, il consiste que les journalistes grecs se livrent plus souvent qu'à leur tour à une entreprise de fictionnalisation, sinon de falsification généralisée. Ce faisant, il souligne l'étonnante porosité des discours sur le crime en régime médiatique, entre fictionnel et factuel, dans la presse hellénique de son temps. Deuxième étude de cas très rapide, Yanis Maris, le quatrième suspect. Cette dénonciation des excès des médias grecs est aussi effectuée par Yanis Tsiremonkos, dont le pseudonyme donc est Yanis Maris. Qui était Yanis Maris? C'était un écrivain journaliste qui a travaillé dans deux des plus grands journaux athéniens de son temps, de la Grèce d'après-guerre, Acropolis toujours, et Apoyevmatini, qui est l'auteur de reportages, en particulier sur l'assassinat du journaliste américain George Polk en baie de Thessalonique en mai 1948, et également sur l'affaire Lambrakis. L'affaire Lambrakis, vous la connaissez bien évidemment grâce au roman de Vassilis Vasselikos et au film de Costa Gavras, Z. Mais Yanis Maris était aussi un auteur de romans policiers à succès, constitué de quelques 100 romans et nouvelles, donc une production policière très importante, qui s'étend sur un quart de siècle, de Crime à Kolonaki en 1953 à Rapt en 1978. Or, dans ces récits policiers, le commissaire Bekas, qui est un commissaire de police qui est modelé en fait sur le personnage de Jules Maigret de Simon, est parfois associé à un journaliste, Makris. On remarquera d'ailleurs l'étonnante paronymie entre Maris et Makris, qui lui tient à la fois lieu de faire valoir et de concurrent. Dans l'œuvre policière de Maris, le personnage de Makris est particulièrement important car il permet à l'auteur de brosser une satire des médias grecs, notamment en soulignant l'étonnante capacité qu'ont les journaux grecs à romancer une affaire criminelle. Vous pouvez en juger par vous-même dans la diapositive qui est ici à l'écran. J'ai mis en particulier la formule en gras. Je déteste les affaires que vous autres journalistes romancez pour les mettre à la une des journaux. Vous avez réussi à vendre votre journal à des milliers d'exemplaires. Notons que la critique des médias grecs effectuée par Maris va au-delà de celle formulée par Nirvanas, l'auteur du quatrième suspect mettant l'accent sur la marchandisation de l'information effectuée par la presse hellénique. En somme, alors que Nirvana sous-entendait que le crime réel fictionnalisé par les médias fait vendre, Maris, lui, l'écrit noir sur blanc. Troisième et dernière étude de cas avant de conclure, Journal de la nuit de Petros Markaris. La satire des médias grecs va crescendo dans l'œuvre policière de Markaris, et ce, dès le roman qui lance la série du commissaire Charitos, que vous connaissez sans doute. Donc, ce roman, c'est Journal de la nuit, paru en 1980. Rappelons les circonstances dans lesquelles Markaris écrit son premier récit policier. Comme l'auteur le rappelle lui-même dans son autobiographie, que vous pouvez trouver en français sous le titre « Je suis un récidiviste », l'inspiration lui est venue alors qu'il travaillait pour la série télévisuelle « Anatomie d'un crime », vous la voyez ici à l'écran. Une série donc télévisée, diffusée sur la chaîne privée grecque Antena entre 1992 et 1995 et qui scénarisait donc qui fictionnalisait des crimes réels en changeant les noms des personnes impliquées et les situations. Son expérience de scénariste à la chaîne Antena avait permis à Markaris de mesurer la pression terrible exercée par le système médiatique grec, non seulement sur sa propre personne, le cahier des charges l'ayant contraint d'écrire des scénarios à la chaîne, et Markaris avouait lui-même être épuisé par cette série, mais sur l'ensemble de la société hellénique, ainsi victime de ce thriller médiatique permanent. Dans le Journal de la nuit, Markaris dresse de fait une implacable satire des médias de son pays. L'auteur s'en prend d'abord au règne du petit écran, meuble indispensable du foyer grec depuis 1966. On sait que la télévision occupe une place incontournable dans le ménage petit bourgeois du commissaire Charitos. Passant le plus clair de son temps entre la cuisine et le salon, Adriani a les yeux rivés sur la télévision. Si la femme du commissaire Charitos est une grande consommatrice de séries larmoyantes, elle lit aussi, soit dit entre parenthèses, Harlequin. Elle visionne aussi régulièrement les journaux télévisés. À ce titre, ce personnage permet à l'écrivain de dénoncer les travers de la télévision privée grecque, en particulier sa manière de couvrir l'information.
On se souvient que dans le journal de la nuit, le policier athénien court après un assassin qui a éliminé 2 présentatrices vedettes de la chaîne privée Hellas Channel. Or, le directeur de cette chaîne exploite les morts brutales de ses collaboratrices pour relever l'audimat de sa propre chaîne, concurrencée par une station rivale, en l'occurrence Horizon Channel. Dans son premier roman policier, il appert donc que Marc Harris dénonce la concurrence acharnée à laquelle se livrent les chaînes de télévision privées de son pays. Au-delà de cette rivalité, ce sont tous les errements de la société de l'information spectacle à la grecque, course permanente à l'exclusivité, piétinement du secret de l'instruction, absence de toute déontologie fût-elle minimale, transformation de l'information en thriller que Marc Harris dénonce. On en juge donc d'après ce court extrait de Journal de la nuit que vous pouvez ici découvrir à l'écran. On voit ici que ce personnage de journaliste grec est particulièrement cynique et n'hésite pas à mentir dans ses reportages. On pourra ensuite se reporter à l'exemplier à l'écran, recensant les propos particulièrement acerbes tenus par le commissaire Charitos aux dépens des journalistes grecs. On sait en effet que les romans policiers de Marc Harris, contrairement à ceux de Maris, sont écrits à la première personne. Et le narrateur n'est autre que le commissaire Charitos, qui est une sorte de porte-parole de l'auteur. Or, ce narrateur fait preuve d'une grande parésia en grec, c'est-à-dire d'un franc-parler. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'épargne pas les journalistes. Parmi les critiques nombreuses, retenons ces 2 formules lapidaires ayant valeur de maxime. Quand on entendait autrefois 2 personnes se confirmer mutuellement leur dire, on parlait de renvoi d'ascenseur et de flagornerie, aujourd'hui on appelle ça faire du journalisme, un journal de la nuit. Et une autre que je préfère personnellement, les journalistes sont dotés de 2 talents majeurs, acheter des certitudes au moyen de suppositions et vendre des mensonges pour des vérités. En conclusion, force est de constater qu'entre 1928 et 1995, les auteurs de romans policiers grecs n'ont pas épargné les médias helléniques. D'abord la presse écrite, puis le médium télévisuel. Dramatisation et ou fictionnalisation pure et simple de la criminalité factuelle. Non-respect du secret de l'instruction, on l'a vu. Viralité incontrôlée de l'information allant jusqu'à la diffusion de nouvelles fabriquées, voire purement et simplement falsifiées. Sérialisation de l'information vendue comme un roman feuilleton ou un serial. Diktat de l'audimat, règne du spectacle cathodique. Les mots de la culture médiatique grecque sont nombreux, si l'on en croit d'auteurs policiers comme Nirvanas, Maris ou Marc Harris. Ce qui est intéressant dans cette satire des médias helléniques, c'est qu'elle est effectuée de l'intérieur par des auteurs issus, du moins pour les 2 premiers, et même finalement de Marc Harris aussi lui-même, du système médiatique grec, puisque Marc Harris a travaillé pour la télévision. La dénonciation des excès des médias helléniques serait-elle inhérente au genre policier en Grèce? On peut le penser. Les 3 auteurs que nous avons cités, c'est de nouveau Marc Harris qui est le plus dur. Dans l'une de ses nouvelles publiées dans le recueil collectif Crime à la grecque 2, paru en France sous le titre 3 jours, c'est une nouvelle intitulée Le cadavre et le puits, le créateur de la série du commissaire Charitos n'hésite pas à dire, par le truchement d'une fiction plaisante, que ce n'est plus la police que le citoyen grec doit appeler désormais quand il a un différend à régler avec autrui, mais la télévision, car c'est elle qui mène des enquêtes et fait et défait l'actualité. Comme vous le voyez ici à l'écran, la police, on l'appelait autrefois, maintenant c'est la télévision qu'on appelle. En l'espace de 8 décennies, de 1928 à 2008, les auteurs grecs de romans policiers n'ont donc cessé de souligner l'étonnante porosité entre criminalité factuelle et fictionnelle dans la presse en Grèce. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à vous pour cette impeccable présentation dans les temps, et très complète en fait, en beaucoup de cas particuliers en plus qu'on ne connaît pas nécessairement, en tout cas moi, et très pédagogique en plus. Est-ce que la salle a des questions? Ou peut-être d'ailleurs, je surveille le... On peut avoir accès tout en haut. Ok, merci. Bon, pendant ce temps, la salle peut-être. Il n'y a personne? C'est-à-dire, il n'y a personne. Il n'y a pas de notification, tu veux dire? D'accord, ok, très bien. Dans la salle. Mathieu. L'apparition du roman politique dans sa forme moderne accompagne l'arrivée des modèles, l'arrivée dans toute l'Europe des modèles britanniques et américains de criminels. Il semble être qu'en Grèce, il y a des magazines inspirés de magazines américains comme Masca. Oui, Masca Mysterium, ouais.
En 1937. Ouais. Est-ce que les auteurs les Grecs, d'abord, est-ce qu'il y a des Grecs dans ces magazines, et d'autre part, est-ce que les auteurs grecs qui publient ces récits comme ces Grecs sont influencés par un dialogue directement ou ont la marque, la trace du Alors, en fait, donc, les revues auxquelles vous faites allusion, donc Masque Mysterium, paraissent en 1937, donc d'ailleurs à 10 jours d'écart, hein, en octobre 1937, et s'inspirent directement, bon, Masque, c'est Black Mask, hein, et ce sont des récits policiers, en fait, qui sont sous influence. C'est-à-dire qu'au départ, que font les auteurs de romans policiers grecs? Ce sont des écrivains journalistes, là encore, donc c'est la littérature pulp. Ils traduisent des textes de la littérature anglo-saxonne, aussi un peu française, c'est-à-dire que Maurice Leblanc, par exemple, est présent, Arsène Lupin est présent. Donc, ils traduisent. Après, ils adaptent. Et après, comme la législation sur le droit d'auteur est quasiment inexistante en grec, ils inventent des Lemmy Caution, par exemple, après la guerre. Ils inventent des aventures de Lemmy Caution en n'écrivant pas Peter Cheney en dessous. Donc, en fait, voilà comment se passe. Il n'y a pas de création originale. Le véritable introducteur du genre en Grèce, c'est Yannis Maris. Donc, c'est 1953, c'est vraiment la date de naissance du roman policier grec, avec un roman policier grec intrinsèque, en fait. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, donc, c'est un écrivain journaliste. Il transpose dans la fiction policière des éléments de l'actualité grecque. Par exemple, dans les années 50, il va y avoir une affaire qui va faire couler beaucoup d'encre en Grèce. C'est une affaire qui met en... Il va y avoir deux affaires, en fait. L'affaire Max Merten. Max Merten était le responsable de la commandanture de Thessalonique pendant l'occupation. Et on retrouve cette affaire, l'affaire Max Merten, sous une forme totalement fictionnalisée dans le roman policier grec. Dans le roman policier grec, le méchant, le criminel, est souvent un Allemand associé à un collaborateur grec. L'Allemand revient dans la Grèce d'après-guerre pour faire main basse sur un trésor volé. Or, Max Merten est revenu dans la Grèce d'après-guerre et les rumeurs disaient qu'il voulait faire main basse sur un trésor volé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été arrêté par la police grecque, il a été jugé pendant 2 ans, puis extradé au terme d'un procès fantoche et d'un marchandage politico-diplomatique entre le Premier ministre grec de l'époque, Constantin Karamanlis, et le chancelier Adenauer, la Grèce ayant besoin d'exporter des Gastarbeiter en Allemagne. Maris, qui travaille en régime médiatique, transpose, et on le retrouve dans l'ensemble de la fiction. Alors très souvent, ce n'est pas forcément un trésor volé aux Juifs, c'est souvent une antiquité grecque qui a été volée. Mais cette antiquité grecque a été volée très souvent par un Allemand, qui est associé à un collaborateur grec. Donc, on retrouve cela. On retrouve une autre affaire dans un autre roman, et là, c'est clair. On retrouve l'affaire Eichmann, dans un roman qui, dont l'intrigue est totalement échevelée, qui s'appelle Les bras de la Vénus de Milo. On retrouve un agent du Mossad, enfin, des agents du Mossad, qui viennent arrêter en Grèce un homme qui est accusé d'avoir tué des Juifs pendant la guerre. Bon, c'est l'affaire Eichmann, sauf que l'Argentine est déplacée en Grèce. Donc, on voit en fait que cet écrivain grec en régime médiatique s'inspire en fait des grandes affaires qui défraient l'actualité dans la Grèce d'après-guerre.